Bonjour et bienvenue sur l'Écho des Museaux, le podcast qui donne de la voix pour le monde animal. Je suis Marine, une passionnée d'animaux depuis toujours. J'ai avant tout imaginé ce podcast afin de mettre en lumière celles et ceux qui se dévouent dans l'ombre pour les animaux au sein de la vie associative. À travers l'Écho des Museaux, je souhaite valoriser leur engagement et offrir de la visibilité à leurs actions. Qu'elles soient mobilisées pour la prise en charge des animaux abandonnés, la lutte contre la maltraitance, la protection de la faune sauvage ou une meilleure inclusion des animaux dans la société, chaque association sera la bienvenue parce qu'il suffit d'une personne pour changer positivement la vie d'un animal. Les professionnels qui soutiennent la cause animale dans leur activité auront également la parole. Sur ce podcast, retrouvez aussi informations et conseils afin d'améliorer nos relations avec les animaux et optimiser leur bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. En plus de mettre en lumière les associations de protection animale, j'avais envie, à travers ce podcast, de valoriser les personnes qui travaillent avec les animaux, notamment pour éviter les abandons l'été. C'est le cas de mon invitée du jour, Virginie, la nounou des NAC. Car en plus d'être assistante vétérinaire, Virginie est aussi gérante de Holidays and Knacks, une pension pour lapins et autres petits mammifères, même si ça lui arrive aussi de garder d'autres petits animaux, ce que nous développerons plus tard dans l'épisode. Je lui rends visite en Saône-et-Loire, juste à côté du département du Rhône, mais aussi à 2 pas de l'Ain. Alors je ne dis pas que je vais rencontrer Virginie, car contrairement à mes premières invitées, je la connais déjà depuis bientôt 3 ans. Je l'ai connue en amenant mon cochon d'Inde adoré, aujourd'hui disparu, chez son vétérinaire. Et dans la salle de consultation, il y avait un flyer pour annoncer l'ouverture prochaine de sa pension Holidays and Knacks. Donc j'ai pris le document et je l'ai tout de suite contactée en me disant qu'une pension NAC, surtout dans notre secteur géographique, ça ne courait pas les rues et que son service m'intéressait grandement. Depuis, elle a régulièrement gardé mes deux loulous et au fil des gardes et des rencontres, j'ai appris à connaître cette grande passionnée d'animaux avec qui j'avais envie de partager un épisode pour qu'elle témoigne de ses multiples casquettes professionnelles, de son grand amour des bêtes et particulièrement des NAC, mais aussi de son projet passion, sa pension. Je m'appelle Virginie, j'ai 40 ans, je suis assistante vétérinaire depuis 14 ans et maintenant depuis quelques mois en urgence sur les nuits. Je suis également gérante d'une pension NAC qui a ouvert il y a bientôt 2 ans dans le département 71 à Romanèche-Thourin exactement. Je possède des NAC depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'ai toujours eu des cochons d'Inde. Ma première expérience avec ma lapine, c'était une lapine extrêmement dominante. Et puis avant, quand j'étais jeune, on n'avait pas les mêmes conseils vétérinaires. Donc une lapine femelle, c'est beaucoup plus agressif quand c'est pas stérilisé. Et du coup, j'avais une lapine qui était assez agressive. Donc j'avais pas eu ce coup de cœur vraiment pour les lapins. Et après, en travaillant à la clinique de Belleville, en voyant les gens changer, les lapins qui n'étaient plus en cage. En fait, les lapins, c'est des vrais petits chats. Et maintenant, en fait, je n'ai plus dire que j'aime plus le cochon d'Inde. Non, j'aime vraiment tous les NAC et vraiment avec passion. Mon parcours a commencé par être toiletteuse pendant 13 ans. Ensuite, j'ai eu une énorme envie de devenir assistante vétérinaire. J'ai toujours travaillé sur la clinique de Belleville, qui s'est bien agrandie. Maintenant, c'est devenu une grande clinique avec des vétérinaires NAC. J'ai été formée et spécialisée en secteur chirurgie et hospitalisation. Et pour petite anecdote qui m'a fait encore plus aimer les NAC et puis qui m'a fait encore plus envie d'ouvrir ma pension. Un jour, une cliente est venue à l'accueil de la clinique. J'étais en secteur hospitalisation, on m'a appelée. C'était une maman cochon d'Inde qui venait de décéder et qui avait laissé 4 petits cochons d'Inde orphelins de 2 jours. Et je n'ai pas eu le cœur de les laisser partir. Je les ai pris sous mon aile et je les ai biberonnés jusqu'à quand qu'ils deviennent des grands bébés et qu'ils puissent être placés dans des familles, des super familles où ils ont vécu 7 ans. Et donc, je suis très heureuse d'avoir fait cette action et ça m'a fait encore plus envie d'ouvrir ma pension NAC. C'est aussi pour éviter les abandons l'été, qui pour moi me font énormément de peine. Il n'y avait pas beaucoup de solutions, surtout dans mon secteur, pour de la garde d'animaux et surtout pour les NAC. Donc moi, je suis très contente d'avoir ouvert ça. Ça me passionne vraiment. En plus de mon travail d'assistante, je suis vraiment heureuse de faire ça. T'as toujours eu ce projet-là dans la tête? Toujours. Et puis, dans ma première maison, c'était pas possible. J'avais pas l'agencement possible. Et là, quand on a acheté celle-là, il y avait le potentiel pour faire une pension. T'aurais choisi ta maison parce que t'avais en fonction, vu, ouais. C'était vraiment en fonction pour pouvoir faire mon activité.
En plus de cumuler donc 2 emplois avec sa pension et son travail d'assistante vétérinaire, donc de garder les animaux des autres et d'être maman, Virginie possède également plusieurs animaux qui occupent aussi bien son temps. Elle me raconte notamment l'adoption de ses 2 chiens, dont un grand molosse au cœur tendre, le tout dernier membre de la famille. De la même race que son grand amour, sa chienne Italia, malheureusement décédée à l'aube de ses 9 ans d'une tumeur du pylore. Le pylore, c'est le sphincter musculaire situé là où l'estomac rejoint la première partie de l'intestin grêle. Cette perte a été un chagrin immense pour Virginie, qui peut aujourd'hui compter sur l'amour de ses autres animaux, même si bien évidemment on ne remplace jamais un animal disparu. J'ai eu une cochon d'Inde, j'en avais 2, un qui est décédé à l'âge de 8 ans, j'en avais récupéré 2 et une qui est toujours avec moi, qui a approximativement 7 ans maintenant. Je l'ai récupérée suite à la mort de sa propriétaire. La famille ne voulait plus s'en occuper, donc c'est moi qui l'ai prise en charge et je n'ai pas eu le cœur de la placer, étant donné que je m'étais attachée à elle. Et puis, pour parler de mes chiens, j'ai adopté un Staffy. Il était dans un élevage, il n'arrivait pas à le placer. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour ce petit chien qui était une malformation de la mâchoire, qui était tout petit en gabarit. Et moi, je cherchais pas forcément, j'aimais bien cette race, mais je cherchais pas l'excellence de la race. Donc j'ai voulu l'adopter et c'est un petit chien un peu stressé mais très très gentil et que j'emmène de partout et que j'adore. Et là j'ai adopté récemment un Canet Corso qui est ma grande passion pour cette race de chien. Il a 3 ans, ça fait 4 mois que je l'ai. C'est un chien d'une dame qui ne pouvait plus le garder. Il n'a pas subi de violence ou quoi que ce soit. Et c'est un chien très gentil et qui adore les copains, qui adore jouer. Il s'est très bien acclimaté avec mon fils, car il vivait avec un enfant autiste avec des graves troubles. Donc le chien est très calme avec les enfants. La première fois qu'on l'a vu, c'est une dame qui j'avais contactée via une association. Donc il n'était pas parti en famille d'accueil, il était encore chez sa propriétaire. Et en fait, la femme a eu un coup de cœur pour moi au téléphone et elle me l'a descendu de Paris, où elle habitait. Donc, elle est venue sur le week-end. C'est un chien qui a quand même une peur importante des hommes suite au passé de la propriétaire. Et en fait, quand elle arrivait, elle avait une appréhension par rapport à mon conjoint. Et en fait, le chien a tout de suite fait la fête à mon conjoint, à moi, mes enfants. Et là, la propriétaire, elle m'a dit, bah en fait, je ne pourrais pas repartir avec mon chien. Je sais que j'ai trouvé la famille idéale pour lui. Quand la propriétaire est partie, il a pleuré vraiment un quart d'heure. Et après, il est venu nous faire des câlins et tout. Et en fait, on a l'impression, ça fait 4 mois qu'on l'a, mais on a l'impression qu'il a toujours été avec nous. Il a toujours été avec nous. C'est un chien, mais d'une gentillesse. Il est très bon chien de garde. Dans la rue, il faut que je me méfie. Les gens ne peuvent pas approcher. Que ce soit mes enfants, mon autre chien. Non. Il a vraiment une appréhension des hommes et c'est le seul point négatif qu'il peut avoir. Mais bon, ça, c'est pas grave, on fait avec. On va travailler sur ça. J'ai fait appel à un éducateur pour justement remédier à son appréhension des hommes et des gens. Et même en étant un mâle de 3 ans, non castré quand je l'ai eu, bon, maintenant il est stérilisé, hein. Il sait très bien, il a adopté tout de suite mon autre chien, aucune méchanceté, aucune jalousie, aucune dominance, rien du tout. Mais vraiment, je savais de toute façon, je l'avais vu en photo et je savais dorénavant que ce chien était fait pour moi et je n'en voulais pas un autre. Personnellement, je trouve ce témoignage sur son grand molosse adopté très positif et inspirant parce que même un chien adulte de grande taille est très impressionnant physiquement. Oui, car un Canet Corso, c'est loin d'être un chihuahua en gabarit, non castré et qui a son vécu propre avec ses appréhensions, comme là celle des hommes, peut s'adapter au sein d'un nouveau foyer. Je trouve ça très beau de lui avoir donné sa chance et ça redonne un peu d'espoir, je trouve, pour tous les chiens adultes, surtout de grande taille, qui passent des mois, parfois des années en refuge avant de trouver leur adoptant, qui parfois n'arrive jamais, disons les choses. Ça n'engage que moi, mais à titre personnel, je pense que ces animaux ressentent tellement fort la nouvelle chance qui s'offre à eux et l'amour et la confiance que leur nouvelle famille adoptante veut leur donner, que ça facilite leur adaptation dans un nouvel environnement, même s'il peut toujours y avoir des ajustements de comportement, bien sûr, mais ça, c'est une problématique qu'on pourra rencontrer pour tous les animaux et à tous les âges de leur vie.
Pour en revenir aux NAC et aux abandons, en 2023, la SPA a recueilli 2894 NAC, lapins, cochons d'Inde, rats, souris, furets, etc. C'est 6% de plus par rapport à 2022. Et on peut imaginer en plus qu'il y a eu beaucoup plus d'abandons de NAC dans d'autres associations plus petites qui n'auraient pas communiqué sur les chiffres, donc c'est vraiment faramineux. Il y a donc une tendance à la hausse des abandons de NAC, malheureusement, qui s'explique probablement déjà par l'après-Covid. De nombreux animaux acquis pendant le confinement pour occuper l'ennui ont fait les frais de l'après-pandémie, où les gens ont retrouvé une vie normale. Mais surtout dans le cas des NAC, le fait que ce soit encore des animaux qui soient toujours à la vente dans les animaleries, c'est clairement le problème numéro 1. Il y a aussi le fait qu'ils soient perçus comme des animaux objets ou des animaux que je qualifie même de coup de cœur sur un coup de tête. Voilà, pour faire plaisir à un enfant, par exemple, qui sont fréquemment acquis sans une réflexion approfondie sur leurs besoins spécifiques et leur durée de vie. Il existe pour le moment moins de pensions NAC que de pensions canines ou félines, mais c'est un marché qui se développe. Donc comme la pension de Virginie à Romanèche-Torin, d'ailleurs elle nous en dit un peu plus sur son fonctionnement. Je peux avoir jusqu'à 12 enclos pour mes lapins. Je ne prends que 12 enclos parce qu'ils sont vraiment dans des enclos et pas dans des cages. Donc c'est vraiment un espace pour eux, des espaces individuels. Après, quand c'est des lapins qui vivent en duo, je fais des enclos plus grands, le double, pour qu'ils aient plus de liberté, plus d'espace pour se dépenser. Moi, je n'ai pas d'espace extérieur. Ayant un accès à proximité d'une route, ayant des camions qui passent, il y a trop de bruit. Je ne veux pas créer de stress pour les animaux. Donc je préfère, moi, les laisser dans l'enclos, leur apporter de l'herbe, leur apporter de l'enrichissement beaucoup avec diverses choses tous les jours. J'ai des tapis de fouille, des balles, j'ai des jeux d'intelligence, j'ai des gobelets qui s'empilent. J'ai possibilité aussi de faire J'aime bien, c'est un nouveau truc que j'ai créé. C'est un bac en plastique et dedans je mets du foin. Généralement les friandises, moi c'est vraiment des trucs naturels. C'est généralement des fruits et légumes séchés, donc les fruits sont en petite quantité bien sûr. Mais il y a des légumes séchés et ça peut arriver que je mette des granulés. Alors les granulés sont exclusivement à base de foin, à la banane. Je cache dans la caisse sous le foin et ils s'amusent à gratter et ils adorent. Oui, je fais plein de choses. Je leur accroche des branches de noisetier pour qu'ils se lèvent un petit peu, je leur mets une corde où j'accroche avec des pinces à linge les légumes. Tous les jours, je change pour qu'ils ne trouvent pas le temps long et qu'ils apprécient leur séjour à la pension. Et tu fais des petites sessions de caresses. Ah ouais, ça par contre, ça c'est primordial pour moi. Ils ont tous leurs petits moments, à chaque moment de la journée où je vais dans l'enclos, je me pose à côté d'eux. Et puis bon, il y en a qui sont un peu plus réticents, mais la plupart, au bout de 24 heures qu'ils sont là, ils acceptent très bien les câlins. Et c'est cool, quoi. Et pendant la garde à la pension, pendant le séjour, s'il y a un souci de santé, il sera systématiquement amené et pris en charge très rapidement par la clinique vétérinaire de Belleville. De par son expérience d'assistante vétérinaire et sa connaissance pointue des NAC, Virginie sait avoir les bons réflexes en cas de souci de santé d'un animal gardé au sein de sa pension. Si elle parle de bruit sur la route attenante à sa pension, qui est une départementale fréquentée, elle oublie de préciser que son bâtiment est insonorisé et qu'on n'entend aucun bruit à l'intérieur, ce qui fait que c'est vraiment un endroit calme et confortable pour ses pensionnaires. C'est une pièce spacieuse, lumineuse, et les loulous disposent même d'une vidéoprotection pour une sécurité optimisée, avec une hôte, donc aux petits soins, qui s'occupe de fournir tout le matériel pour la garde, l'enclos évidemment, mais aussi la litière, le couchage, les gamelles, les jouets, etc. La seule chose qu'elle préfère ne pas fournir, ce sont les granulés de l'animal, pour ne pas changer ses habitudes alimentaires et perturber son transit. Si vous vous rendez sur la chaîne YouTube du podcast, vous pourrez voir plusieurs photos de la pension de Virginie dans la version vidéo de cet épisode. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur la pension de Virginie sur son site internet, mais j'avais envie de valoriser quand même 2 informations d'importance. La première, c'est que Virginie ne peut pas garder les furets, ce qui paraît logique quand on sait que sa clientèle est principalement composée de lapins. Une autre information que je trouvais intéressante de valoriser, si des associations ou des familles d'accueil nous écoutent, Virginie propose un tarif réduit pour garder un animal d'association.
Elle peut aussi emmener les pensionnaires, si besoin, chez le vétérinaire pour leur rendez-vous, dans un rayon de 15 km autour de chez elle. D'ailleurs, j'avais envie de confier un petit témoignage là-dessus parce qu'elle m'a été d'un grand secours, notamment l'année dernière. J'avais donc un cochon d'Inde qui souffrait de malocclusion dentaire assez importante, qui nécessitait un limage dentaire par mois, donc c'était très lourd. Et j'ai dû m'absenter au début de l'année dernière, une quinzaine de jours, à cause d'un décès dans mon entourage proche. Et c'était pile au moment où je devais aussi amener mon loulou pour son limage dentaire. Donc évidemment, c'était un impondérable et c'était compliqué aussi de décaler ce rendez-vous qui était très important pour mon cochon d'Inde. Donc Virginie, en plus de me le garder, a honoré ce rendez-vous et ensuite a veillé à ce qu'il reprenne une alimentation normale, à ce qu'il prenne ses antidouleurs. Et tout. On sait à quel point ces petits animaux peuvent être fragiles après une intervention dentaire et avoir du mal à récupérer. Bon, le mien était particulièrement vorace. Il reprenait une alimentation assez rapidement, c'était une chance, mais en tout cas, ça m'a enlevé sur le moment une grande charge mentale dans une période déjà difficile. Il était entre de très bonnes mains et je voulais aussi la remercier pour ça. Ça sera la bonne transition parce qu'ensuite Virginie nous en dit un petit peu plus sur cette gestion des post-op et aussi des demandes parfois plus délicates. Les post-op que j'ai eus, j'en ai régulièrement. J'en ai un qui vient très régulièrement pour des problèmes dentaires et c'est un lapin qui a maintenant l'âge de 10 ans. Et la dame part souvent en déplacement ou après les limages dentaires, me l'apporte pour qu'il reprenne du poil de la bête avant de le récupérer et que je puisse suivre les traitements et qu'au moindre souci, je puisse le ramener rapidement à la clinique. J'ai déjà également des gens qui m'ont déposé un lapin, une lapine que je gardais très très régulièrement. Et un jour, ils m'ont appelé en me disant qu'ils avaient besoin rapidement que je la garde. Et en fait, quand elle arrivait, j'ai vu qu'elle était arrivée au bout de son parcours. Et j'ai fait comprendre aux propriétaires qu'ils ne pourront pas la revoir quand ils reviendront parce que je savais qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Donc les gens, en fait, ne voulaient pas emmener leur lapin. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont choisi moi pour m'occuper de la fin de vie. Donc je l'ai emmené à la clinique, je l'ai accompagné jusqu'au bout avec câlin, caresse. Donc ça m'est arrivé, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais si les propriétaires ne se sentent pas sur des lapins que j'ai en pension, je peux m'en occuper, il n'y a pas de problème. Donc, l'essentiel de ta clientèle, c'est les lapins, on peut le dire. Ouais. Quelques cochons d'Inde. Tu as eu d'autres nacs? J'ai gardé quelques oiseaux, j'ai gardé des rats, des hamsters, j'ai gardé également des gerbilles et j'ai gardé tortues et pogona. C'est quoi un pogona? Donc, pogona, c'est un gros lézard. Au tout début, j'avais vraiment une phobie de tout ce qui était reptile. Serpent, vraiment une grosse phobie. Et un jour, en fait, quand j'étais assistante de jour, j'ai aidé un vétérinaire à faire une échographie sur un animal, un chien. Une de nos vétérinaires NAC qui est rentrée en salle d'échographie, mais qui l'a fait, je l'ai su, exprès après, en demandant à la vétérinaire si tout se passait bien pour l'échographie, parce que c'était aussi son client à elle. Savoir si elle avait vu quelque chose à l'échographie. Donc le vétérinaire a voulu montrer quelque chose à l'échographie à l'échographe. Et en fait, elle ne m'a pas laissé le choix. Elle m'a demandé de lâcher l'animal, donc le chien. Et elle avait un gros serpent. Et elle ne m'a pas laissé le choix et elle me l'a mis dans les mains. Et je me suis vraiment figée à plus vouloir bouger. Et en fait, je me suis aperçue qu'un serpent, ça ne faisait pas mal, ce n'était pas froid, c'est vraiment. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucun problème avec les reptiles. Je peux prendre le serpent en consultation, le manipuler en hospitalisation sans problème. Il n'y a aucun souci. Donc ça t'a guéri finalement? Ça m'a guéri complètement. Par contre, j'ai une grosse phobie qui est des araignées et ça, je pense que je ne pourrais jamais. Je pourrais jamais garder une araignée ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait de l'hypnose parce que j'étais malade de ça. Ça m'a soigné est un bien grand mot, mais on va dire une bonne convalescence, quoi. Et surtout quand tu vis à la campagne et entouré de petites faunes sauvages, je trouve ça intéressant de faire ce travail sur toi. Donc, ne dis pas jamais, on sait jamais. Ça peut arriver, mais justement, c'était ma question. Est-ce que tu as eu il y a déjà eu à la clinique où tu travailles, comme Oui. Vous faites les NAC, des araignées? Ouais, il y en a déjà eu, mais elles ont fait en sorte de prendre des rendez-vous quand je ne travaillais pas, parce que je ne voulais pas venir travailler. Ah ouais. Ah oui, c'était pas possible.
Tu vois, c'est bloquant, hein. Ouais. C'est pour ça que je ferai un petit épisode là-dessus pour dire qu'en fait, il y a de l'espoir pour les gens comme toi parce que moi, je l'étais. Il peut y avoir un après. Je suis pas là à faire de guili-guili à une tarentule, mais je suis beaucoup plus sereine, ça me fait moins peur. Rien que le mot migale, j'avais des frissons dans les chines. J'arrive à regarder un Indien dans la ville. Non, moi je peux pas. Ben voilà. Tu vois, hier, juste pour ça, j'ai pas regardé le film. Il passait hier et j'ai dit non, il y a la migale, je peux pas. Ou si mon conjoint avait vraiment eu mes enfants et avait voulu regarder, je sais que moi, au moment où je sais qu'il y a la migale, je me serais cachée derrière mon coussin. Quoi. Mais je comprends. Non, mais je compatis énormément, mais je t'assure qu'il y a des solutions et j'en suis la première surprise pour te dire à quel point j'étais atteinte. Effectivement, j'ai souffert d'arachnophobie très très prononcée. J'étais très gênée dans mon quotidien par cette phobie. Comme j'aime en plus tous les animaux, je voulais que ça puisse inclure ces petites bêtes à 8 pattes. Donc j'ai essayé de remédier à ça grâce à l'hypnose avec un professionnel. Donc ça va mieux aujourd'hui, même si bien sûr faire guili-guili à une tarentule ou à une migale, ce serait très prématuré. Je pense que je pourrais faire croire ça à personne. Mais en tout cas, voilà, je ferai un épisode sur cette gestion de l'arachnophobie, comment ça m'a handicapée, comment j'ai voulu travailler là-dessus, sans que ça me guérisse complètement, mais en tout cas, ça m'a énormément apaisée. J'y reviendrai ultérieurement. En attendant, on retourne à notre sujet du jour, à des bestioles bien plus mignonnes, puisqu'on parle de nos amis les lapins. Pour le podcast, Virginie a souhaité préparer quelques conseils sur une problématique que tous les propriétaires de lapins rencontrent, à savoir la mue de leur animal, et son impact parfois grave sur leur système digestif très fragile. La mue chez le lapin, c'est plus qu'une perte de poils. Quand un lapin mue, il ingère beaucoup de poils en se nettoyant. Contrairement au chat, le lapin, il ne régurgite pas. Donc les boules de poils peuvent créer un blocage digestif, ce qui est très dangereux pour leur santé. Les blocages digestifs, ça peut entraîner des ralentissements de transit et dans le pire des cas, des arrêts de transit. Ce qu'il faut faire pendant la mue pour éviter les problèmes. En numéro 1, moi je dis qu'il faut brosser son lapin 1 à 2 fois par jour pour limiter les poils ingérés, ce qui est très important. Avec une brosse, vous avez le choix avec un peigne et avec la main aussi, c'est vraiment parfait, vous pouvez le faire. En 2, on surveille l'alimentation. On veille à ce que le lapin s'hydrate, mange correctement. Des légumes, il faut les humidifier pour qu'il y ait un apport plus important au niveau de l'eau. Et une gamelle d'eau toujours propre. Parce que quand vous avez un lapin qui mue, il y a constamment des poils qui viennent se déposer dans la gamelle d'eau. Et du coup, ils peuvent en ingérer juste en buvant. Et tout ça, la bonne alimentation, le foin, les légumes, ça aide vraiment le système digestif à bien fonctionner. Numéro 3, on fait bouger le popotin de son lapin. Ça, c'est très très important. Même si c'est un lapin flemmard, il faut le faire marcher en l'appâtant avec une friandise. L'activité physique est super importante et encore plus en période de mue. Le fait de le faire bouger, ça va stimuler le transit et réduire le risque de blocage. En 4, on surveille vraiment les crottes de son lapin. Si vous voyez que des crottes sont reliées entre elles, c'est un signe de trouble digestif. Ça veut dire que beaucoup de poils sont présents dans son système digestif et là, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à s'alarmer. En fait, comme je vous ai dit, avec les légumes, vous pouvez rajouter des compléments alimentaires, ça peut aider aussi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de donner de l'ananas et de la papaye. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne pas vraiment. C'est des fruits qui contiennent des enzymes. Oui, théoriquement, ça peut dégrader les poils, mais en fait, leur effet est minime et il en faudrait une quantité énorme pour qu'il y ait vraiment des effets. Et en grande quantité, c'est trop sucré, donc c'est pas bon pour la santé de votre lapin. Et il y a vraiment aucune étude qui prouve réellement leur efficacité. En résumé, on surveille la mue, on brosse, on hydrate. Et puis, si vous avez un doute ou une question, il faut vraiment aller direction le vétérinaire. Ce serait quoi, du coup, les signes d'urgence pour aller chez le vétérinaire? Si quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude... Un lapin qui est prostré, qui a d'habitude envie de manger, qu'on voit qu'il il va pas vers l'alimentation, qu'il est tout mou. Dans un premier temps, voir s'il y a eu du transit. Bon, généralement, la litière, il y a déjà des crottes, donc on ne sait pas. En attendant, si vous appelez, il faut appeler le vétérinaire. S'il peut pas vous prendre à l'instant T, il y a 1 heure ou 2 avant d'y aller. Vous mettez une litière propre et vous voyez si votre lapin a du transit quand même. Faut remarquer que si les crottes sont beaucoup plus petites que d'habitude aussi, c'est signe d'un ralentissement de transit. Donc il y a des crottes présentes, mais en petite quantité et vraiment de taille minime.
Donc vraiment, un lapin qui est prostré, qui n'a pas le même comportement que d'habitude, il faut aller chez le vétérinaire. C'est une urgence. C'est une urgence. Le lapin est une urgence. La période de la mue, c'est combien de fois par an? Malheureusement, avec les changements climatiques, il y a la période là après hiver, mais maintenant il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, je vois à la pension cette année, j'ai des lapins qui ont mué tout le temps. Tout le temps, vraiment. Alors, des fois minimes, des fois beaucoup plus, mais il y a toujours des pertes de poils et il faut vraiment avoir en tête que même un lapin qui perd pas beaucoup ses poils, il en ingère quand même et il faut quand même les brosser toutes les semaines, quoi. Ouais, donc vraiment une surveillance toute l'année. Ouais, toute là-dessus. l'année. Plus en fin d'hiver et en fin d'été, où là, il y a une mue vraiment très, 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 très importante. Mais ouais, il faut quand même brosser votre lapin parce que même s'il y a quelques poils, ils peuvent quand même les ingérer et c'est pas bon pour leur système digestif, quoi. Et la mue, c'est une problématique qu'on retrouve pas chez le cochon d'Inde? Moins. Eux, leur système digestif les digère mieux et on n'a pas de problème à en retrouver dans les crottes ou quoi. Et le cochon d'Inde fait quand même moins la toilette qu'un lapin parce que le lapin prend vraiment son temps dans la journée. Si on prend un lapin et un cochon d'Inde, on va voir que le cochon d'Inde passe 90% de son temps à manger et le lapin, lui, a des pauses entre ses repas à prendre soin de lui, à faire sa toilette énormément, dormir et faire sa toilette. C'est un animal qui aime toujours être propre. Mais c'est ça, 90% du temps à manger, je pense que c'est un bon ratio. Ah oui, complètement. Ouais, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Dans l'historique de ta pension, tu dirais que tu as déjà accueilli combien d'animaux? En 2 ans, j'en suis à peu près à 90 accueils. Et tu es un peu actif sur les réseaux sociaux? Je suis active, mais pas comme je le voudrais. Je suis pas super à l'aise pour faire des publications et tout. Donc, j'essaye de mettre quelques petites photos, mais il faut que je sois plus présente. Ouais. Mais c'est pas mon truc. Donc, Non, mais après, chacun son truc. mm. Mais tu avais fait notamment des conseils pour la mue qui avaient très bien qui avait fonctionné. très bien fonctionné, effectivement. Il faudrait que je refasse, hein, parce qu'il y a toujours plein de petites choses à apporter en conseil. Mais c'est vrai que, avec la pension et le métier d'assistante et le rôle de maman, j'ai plus trop le temps pour faire d'autres choses. Je préfère me consacrer à mes animaux de ma pension que prendre du temps pour les réseaux sociaux. On peut te trouver donc sur ton site internet où on peut t'écrire, mais on peut aussi t'écrire sur ton Facebook, ton Instagram Bien sûr, ça par contre, moi je ne publie pas beaucoup, mais j'essaye de répondre très rapidement aux demandes des clients sans problème. Est-ce que tes enfants ont ta passion? Alors, ma fille a une passion pour les cochons d'Inde et mon fils, oui, a une grande passion. Il monte souvent avec moi pour les lapins. C'est un enfant très, très, très sage, très calme, donc ça passe toujours très bien avec les animaux de la pension. Il en prend soin. Il ne va pas les porter, hein, mais il va se mettre à leur hauteur et faire des petites caresses. Donner 2-3 petites friandises, m'aider à donner les légumes si le lapin le veut bien. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ou dans tes métiers? Le contact avec les animaux et puis du côté pension, c'est d'apporter du bien-être à l'animal et que quand il rentre de son séjour, que les gens me disent vraiment, on voit, il est bien dans ses pattes, il a passé un bon séjour. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Et du côté du travail, c'est d'avoir un animal pas bien et de pouvoir le rendre à son propriétaire avec un chien ou un chat ou un âque en super forme et que tout est rentré dans l'ordre. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Marine, de m'avoir contactée pour faire cette petite interview. Ça me fait très plaisir. On trouve toujours un moyen pour faire garder ces animaux. Moi, je suis disponible. Je suis assez accessible après, même pour vos départs en vacances. On peut trouver des créneaux pour les dépôts. On trouve toujours une solution pour déposer votre lapin. Et moi, je suis vraiment sur un secteur où il y a l'autoroute à proximité, proche de Lyon. Donc, vous avez possibilité, en partant en vacances, de me déposer au moment du départ. Parce qu'en plus, toi, tu es super bien situé entre Saône-et-Loire et Rhône. Ouais. Quoi. C'est vraiment un secteur... ça peut être Mâcon, ça peut être Villefranche, même Lyon, tu l'as dit.
Et moi, pour info, je suis à côté de Bourg-en-Bresse et je viens te voir quand même. Donc, ouais, t'as un beau périmètre pour accueillir les petits loulous de pas mal de monde. Bah, merci beaucoup Virginie pour ton témoignage. C'est moi qui te remercie. Mais je t'en prie. Pour prendre contact avec Virginie, vous pouvez passer par son site internet www.holidaysandnax.fr ou sur ses réseaux sociaux, ainsi que son mail que je mettrai dans les notes de l'épisode. C'est vrai qu'on trouve toujours à faire garder son animal, alors même si les pensions pour chiens et chats sont plus répandues, les solutions de garde pour les lapins, les rongeurs et les autres nacs sont en développement et c'est vraiment quelque chose, selon moi, à encourager et à promouvoir, à valoriser afin d'éviter les abandons l'été. En plus des pensions, il peut y avoir aussi des services de garde d'animaux à domicile. Et si ce n'est vraiment pas possible financièrement de faire garder son animal ou d'engager un professionnel pour qu'il vienne le voir à la maison, on peut toujours demander autour de soi, dans son cercle familial, son voisinage, et puis pourquoi pas même un collègue de confiance qui ne partirait pas en même temps que vous. Bref, il y a toujours une solution. Pour terminer, un petit rappel, c'est que depuis le 1er janvier 2024, la vente de chiens et de chats est interdite en animalerie, mais pas encore celle des nacs. Ils sont trop souvent achetés de manière compulsive pour faire plaisir à un enfant, parce qu'ils sont petits, pas chers et qu'on pense qu'ils vivent pas très longtemps sans connaître vraiment leurs besoins fondamentaux. Pourtant, un lapin, ça peut vivre une dizaine d'années, un chinchilla encore plus, et ils sont tout autant fragiles que des chiens et des chats, avec bien souvent même encore plus de soins vétérinaires. Il n'y a vraiment plus qu'à espérer que la vente des nacs soit rapidement interdite aussi dans les animaleries. C'était un épisode de L'Écho des Museaux, un podcast imaginé et réalisé par Marine Coez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute précieuse. J'espère que ce podcast vous donne envie d'agir à votre niveau, car chaque action peut faire la différence pour un monde plus bienveillant envers toutes les espèces animales. Si l'épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de laisser des étoiles, des pouces en l'air, un gentil commentaire et de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez être l'invité de ce podcast, ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, ou me suggérer une thématique pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter à lecodemuseau@gmail.com. Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt!